êtes sur CGT Français en direct depuis Beijing. Bienvenue dans l'essentiel, l'émission qui décrypte tous les mardis et jeudis les grands sujets d'actualité internationale avec nos analystes sur place. La crise énergétique se poursuit. L'Europe, qui pourrait connaître une pénurie de gaz cet hiver, s'inquiète. Et toutefois, elle s'efforce de trouver des alternatives et de remplir ses stocks et mise sur la solidarité entre les États membres. L'Europe aura-t-elle les ressources et les moyens nécessaires pour réduire sa dépendance énergétique? La solidarité jouera-t-elle son rôle? Et nous vous invitons à participer à nos débats en envoyant des messages via nos réseaux sociaux. Et sur le plateau se trouve avec moi Nicolas Heuresin et Jean Chenrouet, commentateur de CGTN. Bonjour. Bonjour. Près de 10 000 personnes sont descendues dans la rue en Belgique pour protester contre la flambée des prix de l'énergie. Les manifestants exigent davantage d'actions pour endiguer la crise du coût de la vie. Rosie et Bichard à Bruxelles. Le gouvernement belge a récemment dévoilé une série de mesures de soutien pour aider les gens à faire face à la facture énergétique. Elles comprennent un régime de congés pour les entreprises en difficulté, des subventions au carburant pour les ménages modestes et des délais supplémentaires de paiement des impôts. Mais comme on peut le voir, ceux qui sont réunis ici disent que ça ne suffit pas. L'inflation est presque à 2 chiffres et certains ici veulent une réforme fondamentale. Ils souhaitent que les entreprises énergétiques soient nationalisées. Beaucoup demandent également une augmentation du salaire minimum national et un plafond sur les prix de loyer. Écoutez. Il appartient maintenant au gouvernement de nous aider, de soutenir la population. Nous avons besoin d'argent maintenant, car lorsqu'on voit les prix des énergies tellement élevés, le gasoil, l'essence, c'est maintenant au gouvernement de dire « D'accord, on va vous aider, vous soutenir. Si vous avez besoin de nous, nous serons là pour vous. » Ces manifestants disent que si leurs revendications ne sont pas entendues, ils organiseront une grève nationale encore plus importante en novembre. Les autorités belges disent qu'elles font par ailleurs pression pour un plafonnement des prix du gaz dans l'Union européenne, dans le but de faire baisser les prix, mais c'est quelque chose qui n'est pas encore convenu entre les 27 États membres. Plus proche de chez eux, un récent sondage suggère que 2 tiers des Belges craignent désormais de ne pas pouvoir payer leurs factures d'énergie. Geler les prix, pas les gens, comme on voit sur les pancartes, afin d'atténuer l'effet de la flambée des prix de l'énergie. La Commission européenne a proposé une nouvelle mesure. En quoi consiste-t-elle, Jean-Rouet ? Eh bien, en fait, c'est une série de nouvelles mesures pour d'abord stabiliser le prix, aussi de stabiliser la vie des gens, pour que les gens puissent avoir de quoi pour passer l'hiver, pour se réchauffer, et puis surtout aussi pour les usines qu'ils puissent travailler normalement, comme d'habitude. Donc, c'est simple pour répondre à cette question, en fait, de trouver des pistes de réponse. Eh bien, en fait, la première, c'est de réduire la consommation, simplement réduire la consommation de l'électricité, que ce soit en France ou en Allemagne ou partout en Europe. Et après aussi, Ursula von der Leyen, elle est revenue sur cette idée, cette notion de l'Union européenne. On doit travailler ensemble, comme on a travaillé ensemble pour lutter contre le Covid-19. Donc cette fois-ci, toute l'Europe doit se réunir pour faire face à ce problème. Donc en fait, le premier et le plus important, c'est la réduction de la consommation de l'électricité. Je prends l'exemple, par exemple, la maire de Paris, Anne Hidalgo, elle a proposé éventuellement de éteindre le Tour Eiffel durant la nuit pour faire quelques économies au niveau de l'énergie et au niveau de l'électricité. Il y a aussi, par exemple, quelque chose de très simple. Si vous êtes en France ou en Allemagne, éventuellement, pour les grandes surfaces, ils vont éteindre la lumière durant la nuit pour consommer moins d'électricité. Et puis, le deuxième, c'est un plafonnement de prix d'achat du gaz importé de Russie. La présidente de la Commission a également proposé un plafonnement du prix de gaz russe importé dans l'Union européenne. En effet, pour elle, c'est une manière aussi de faire gagner la Russie moins d'argent au niveau du gaz russe. Et après, notamment, elle a fait référence à l'arrêt des livraisons de gaz via le gazoduc Nord Stream 1, via la société Gazprom. Et puis, le troisième point qu'elle a souligné, c'est un plafond du revenu des sociétés produisant de l'électricité. Puisque comme on le sait, pour produire de l'électricité, on peut produire de l'électricité à partir de différentes
d'énergie, ça peut être à partir de l'énergie fossile, ça peut être de l'énergie propre, ça peut aussi être à partir du gaz pour produire de l'énergie. Donc en effet, aujourd'hui, il y a aussi plein d'autres entreprises qui profitent de cette occasion pour se flamber du prix, pour gagner plus d'argent, pour se faire plus de profit. Eh bien, en effet, justement de fixer, selon Madame Ursula von der Leyen, de fixer un plafond pour du prix, en fait, pour limiter et de faire en sorte que les entreprises ne profitent pas de cette occasion pour faire plein de chiffres d'affaires. Et puis le troisième, en dernier, c'est une aide aux fournisseurs qui manquent de liquidité sur le marché. Eh bien, en effet, c'est un très grand budget qu'elle a annoncé au niveau de l'Europe. L'exécutif Europe compte enfin assurer aux États la possibilité d'aider les opérateurs en difficulté sur le marché à terme. Donc voilà les 4 grands points qui constituent ce plan d'aide pour l'Europe, pour aider les entreprises européennes et aussi les citoyens européens. Et comme Shanrui a dit, les mesures proposent notamment de s'attaquer au marché de l'électricité et au super profit des entreprises. Est-ce que ces mesures sont justes et adaptées? Alors je voudrais juste revenir un peu sur ce que Shanrui avait dit. C'est vrai que pour bien clarifier les choses, ce que Ursula von der Leyen avait dit, pour limiter en fait les prix de ceux qui profitent de la hausse du prix du gaz pour gonfler en fait le prix de l'énergie, alors qu'ils ne tirent pas cette électricité du gaz. Donc là, on parle des centrales nucléaires, des barrages hydroélectriques et du parc éolien. Donc eux ne sont pas dépendants, on va dire, du prix du gaz. Donc, mais pourtant, ils vont vendre leur électricité aussi à des prix plus élevés, puisque le prix de l'électricité monte à cause du gaz. Donc c'est découpler, en fait, son idée, c'est de découpler les prix de l'électricité du prix du gaz. Parce que malheureusement, dans le marché européen actuellement, en fait, le prix de l'électricité dépend de celui du gaz, par un mécanisme un peu indirect, qui fait que, voilà, comme, en fait, si les centrales à gaz sont utilisées en dernier ressort pour aider à fournir l'électricité, et ben c'est sur ce prix-là du gaz que va être indexé le prix de l'électricité. Donc c'est un petit peu illogique quelque part, et donc il va y avoir un gros remaniement normalement de ce marché de l'électricité en Europe, parce que par exemple la France qui dépend à 70% de l'énergie nucléaire pour produire de l'électricité, et bien sûr pour elle c'est injuste d'avoir le prix de l'électricité couplé à celui du gaz. Alors que pour l'Allemagne, par exemple, qui dépend plus peut-être du gaz pour produire l'électricité, ça paraît un peu plus normal. Donc c'est vrai qu'il y a une disparité là au niveau des pays européens qui explique un peu que certains disent qu'il faut vraiment complètement changer, rénover ce marché de l'électricité en Europe. Et ça, c'est un point très important. Je pense maintenant les discussions vraiment sont franches et maintenant on va pouvoir s'atteler à cette réforme du marché de l'électricité en Europe. Donc ça, c'est un point assez technique mais important qui pourrait permettre donc de faire baisser le prix de l'électricité, car ça sera indépendant du prix du gaz. Donc ça, c'est une chose. Donc ensuite, oui, il y a évidemment la solidarité européenne doit jouer. Il doit y avoir une taxation certainement des super profits, des entreprises qui profitent de la crise et qui profitent de ces prix élevés de l'énergie pour s'enrichir. Et donc dans l'idée, ça serait redistribuer ces richesses pour aider les entreprises qui en ont besoin, surtout les PME là, qui sont très dépendantes, qui voient le prix, leur facture d'énergie exploser là, 4, 5, 6 fois par rapport à ces quelques mois. Ils ne sont plus capables en fait, de payer les factures. Et bientôt, bon, pour l'instant, certainement, l'effet n'est pas encore vraiment visible, mais il va être visible à partir de décembre. Par exemple, en France, on a souvent des contrats pour l'électricité qui sont lissés sur plusieurs années, 1 ou 2 ou 3 ans ou 4 ans. Comme ça permet de lisser le prix et de ne pas être dépendant des fluctuations du prix de l'électricité. Malheureusement, il y a beaucoup de contrats qui vont être re-signés à partir de décembre. Et là, si on se base sur les prix de l'électricité en ce moment, ça va être catastrophique pour ces entreprises. Donc il faut absolument les aider. Et on peut peut-être en ponctionnant un peu ces entreprises qui font des énormes profits avec ça, aussi voir avec en plafonnant les prix du gaz. Donc peut-être qu'on va pouvoir lisser un petit peu, faire diminuer cette hausse des prix de l'électricité. Donc en fait, cette attaque au super profit des entreprises, ça fait partie de la réforme du marché de l'électricité. Oui, exactement, parce que justement, comme ce qu'a mentionné Nicolas, à partir du moment où
la production de l'énergie, aujourd'hui, quand on parle de la production de l'énergie, ça peut être à base du gaz, ça peut être à base aussi de l'énergie propre, ça peut être l'hydraulique, ça peut être aussi, par exemple, aussi d'autres de l'énergie propre comme l'hydrolienne, comme éolienne. Donc en fait, ce sont finalement, à partir du moment où le prix du marché a augmenté, eh bien, il y a beaucoup d'autres entreprises qui vont profiter de cette occasion pour s'enrichir. Voilà, donc en effet, c'est aussi une manière pour ces entreprises de s'enrichir durant cette période. Donc en fait, l'idée effectivement, c'est de limiter le prix pour que finalement d'apporter plus, d'aider plus aux citoyens et d'apporter un soutien aux consommateurs fiscaux en Europe et aussi pour les États membres qui seront incités à investir dans les énergies bas carbone grâce à des revenus supplémentaires. Donc en effet, on constate aujourd'hui que l'Union européenne profite aussi de cette occasion pour implémenter, pour concrétiser cette stratégie de diversification de production de l'énergie en Europe, que ce soit pour l'énergie fossile ou en ce qui concerne de l'énergie propre. Donc pensez-vous que pour l'instant, ces mesures d'attaque super profit des entreprises sont justifiées et adaptées et ça peut aboutir à ces résultats voulus? Ça, on va voir, hein, ça n'a pas encore été mis en place. Ensuite, il va falloir savoir à qui on va taxer en fait. Est-ce que ce sont les transporteurs d'énergie, ce sont les producteurs? Est-ce qu'on va devoir faire la différence entre les producteurs de ceux qui produisent à partir du gaz, du pétrole, à partir des énergies renouvelables, du nucléaire, enfin tout ça, ça va être un petit peu difficile, hein, parce que aussi, parfois c'est aussi des multinationales qui ne sont pas du tout présentes en Europe, on va dire. Ils ont pas... Si ça s'applique seulement aux Européens, il y aura peu de chances que ça aboutisse réellement en fait, puisque souvent ce sont des entreprises qui voyagent à travers le monde, c'est des transporteurs, c'est des producteurs qui ne sont pas localisés en Europe. Donc ça va être difficile d'imposer ces mesures à des entreprises qui ne sont pas localisées en Europe. Donc je pense que ça va être difficile que ça soit vraiment mis en place. C'est peut-être plus un effet d'annonce aussi pour montrer, voilà, on s'attelle un petit peu à ce problème, on fait quelque chose, on va essayer de tout faire pour limiter le prix. Donc reste à savoir si ça peut aboutir à vraiment quelque chose de concret. Et par exemple, le plafonnement du prix du gaz russe en Europe, oui, alors ça paraît une bonne idée. Donc l'Europe dit, et maintenant on achète le gaz russe à partir de ce niveau-là et jamais au-dessus. La Russie peut dire, enfin, je refuse, je ne vous livre plus de gaz, ok? Je vais le vendre ailleurs. Et pourquoi d'autres autres pays du monde pourront acheter le gaz russe à un prix plus élevé, celui proposé par la Russie. Et donc l'Europe se retrouvera avec zéro gaz russe. Donc c'est aussi, voilà, donc c'est un jeu à double tranchant. Je veux dire, est-ce que l'Europe est capable d'imposer son prix à la Russie, sachant que les autres acteurs mondiaux, eux, vont continuer à l'acheter. Donc c'est un peu ça la monopolie en fait qui a essayé de jouer la Russie en Europe, en effet d'avoir une monopolie du prix et essayer de faire fluctuer le prix d'électricité en Europe. Mais effectivement, en même temps, on voit qu'il y a aussi ces incitations de la part que ce soit pour l'Union européenne ou pour le gouvernement français ou pour le gouvernement allemand, qu'il y ait plus d'énergie, plus de l'électricité produite à base de l'énergie, par exemple l'énergie à base de hydraulique, donc provenant de l'hydraulique, puisque quand on parle aussi de l'énergie, on pense aussi à l'énergie solaire qui est liée aux panneaux photovoltaïques qui sont pour la plupart en effet aujourd'hui produits par la Chine. Et donc peut-être que c'est un autre niche de marché aujourd'hui en Europe, c'est le développement de l'hydraulique, tout ce qui est l'électricité provenant de l'énergie hydraulique. Puisque vous parlez beaucoup des énergies propres, des nouvelles énergies, et en fait déjà en mois de mai, la Commission européenne a dévoilé le plan REPowerEU afin de sortir de la dépendance aux énergies russes. Et donc le plan consiste à économiser l'énergie, remplacer le gaz russe par d'autres combustibles fossiles et promouvoir l'énergie verte et financer de nouvelles infrastructures comme des pipelines et des terminaux de gaz naturel liquéfié. Par contre, malgré ces ambitions de la Commission, beaucoup d'États redémarrent leurs centrales à charbon et annoncent les investissements dans des infrastructures fossiles. Est-ce que ça veut dire que cette mesure est un peu mise à mal? Oui, bah alors là, c'est contingent en fait à la situation actuelle. Parce que voilà,
c'est difficile de se projeter sur 10, 15 ans, 20 ans avec des investissements dans les énergies renouvelables, propres, on a dit parcs éoliens, barrages hydroélectriques, panneaux photovoltaïques. Oui, voilà, les parcs éoliens en pleine mer, par exemple, offshore, oui, c'est très bien, mais il faut du temps, il faut de l'argent pour les installer. Mais là, c'est maintenant que la crise énergétique a lieu. C'est maintenant, c'est cet hiver même que les Européens auront du mal à payer leurs factures, auront du mal à se chauffer. Et les crises sociales et aussi économiques, puisque beaucoup d'entreprises ne pourront peut-être pas payer leurs factures énergétiques et devront mettre la clé sous la porte. Donc c'est en ce moment même qu'il faut remédier à ça. Du coup, c'est du court terme, c'est vrai. L'Allemagne, qui est pourtant en avance au niveau de l'écologie, décide de rouvrir ses centrales à gaz, alors qu'elle sait que c'est polluant. L'Allemagne aussi, qui était contre l'énergie nucléaire, essaye de revenir là-dessus aussi, sur ces principes-là. Pourquoi ? Parce que c'est maintenant qu'il faut absolument trouver des moyens de combler un peu ce problème du gaz et de l'énergie qui vient de Russie et qui ne vient plus. Donc c'est malheureusement, c'est un peu incompatible avec les valeurs écologistes qu'ils proposaient avant. Oui. C'est vrai que je rebondis sur ce qu'a dit Nicolas justement, et qu'il y a beaucoup d'écologistes européens se disent si l'Europe avait déjà mis sur cette voie dans le développement de l'énergie propre il y a quelques années, aujourd'hui l'Europe ne se trouve pas dans cette situation assez ambiguë, assez difficile aujourd'hui pour le développement, surtout pour cet hiver. Et en plus, aujourd'hui, quand on voit la flambée du prix du pétrole brut, du gaz brut sur le marché mondial, et aussi de ces montées de prix de tout ce qui est les ressources de fossiles. Donc, en effet, on voit que depuis une semaine, le prix du charbon a augmenté, le prix du pétrole a beaucoup augmenté, et aussi le prix du transport maritime a donc beaucoup augmenté sur le marché mondial. Donc en fait, ce sont des signes, en effet, il ne s'agit pas uniquement d'un problème ou un manquement de ressources ou de l'électricité pour l'Europe, mais c'est un problème à l'ampleur mondiale. C'est vrai qu'étant donné l'ampleur de la crise, les États membres ont besoin d'activer certains leviers transitoires comme la centrale de charbon. Voilà, la centrale à charbon en Allemagne, qui est considéré comme une sorte de désastre écologique quand même. Il y a beaucoup de villages allemands qui ont été rasés de la carte. Pour voir une mine de charbon, c'est quand même, ça prend énormément de place. C'est vrai que c'est un peu comme le gaz de schiste aussi, qui est très décrié par les écologistes, que les Américains envoient en Europe par les méthaniers. Donc ce gaz naturel liquéfié, il vient du gaz de schiste. Ce gaz de schiste, c'est un problème écologique. Donc pourtant, la France va en acheter énormément, l'Europe en a besoin, et la France va même livrer ce gaz naturel liquéfié à l'Allemagne. C'est là, on va parler de la solidarité en Europe, puisque aujourd'hui, comme vous dites, le besoin est urgent à ce moment même. Et donc l'Europe compte beaucoup sur la solidarité entre les États membres. Shanrui, est-ce que jusqu'à présent, cette solidarité est-elle vraiment mise en place ? Cette solidarité est en cours d'être mise en place à partir du mi-octobre. Donc nous allons voir les retombées de cette politique. Est-ce que ça sera vraiment quelque chose d'effectif ou pas ? En fait, aujourd'hui, il s'agit surtout de la solidarité entre les plus grands pays européens, dont la France et l'Allemagne. Donc la France risque cette année manquer de l'électricité, puisqu'il y a beaucoup de réacteurs nucléiques qui sont en ce moment à l'arrêt. Et l'Allemagne seront peut-être en manquement de gaz à partir du mois d'octobre, même ça a déjà peut-être commencé à partir de ce fin septembre, pour continuer à promouvoir, faire développer ces industries. Eh bien, en fait, il s'agit d'un échange de bons procédés entre les deux pays, entre les deux parties. C'est que la France, en plus, pour la France, c'est la première fois depuis très longtemps que la France devient un pays exportateur du gaz pour l'Allemagne. Et pour l'Allemagne aussi, c'est pareil. Pour la première fois, on voit que la France commence à s'exporter vers l'Allemagne sur le plan de l'énergie, surtout sur le plan du gaz. Et donc, et c'est pareil, pour l'Allemagne, c'est aussi, il s'agit leur premier essai avec la France dans ce genre de coopération sur la solidarité de l'énergie, sur la solidarité du gaz. Et en effet, ça me fait penser à ce qui s'est passé en 1944-45 à ce moment-là, de trouver un accord entre la France et l'Allemagne pour justement de trouver un accord et une coopération gagnant-gagnante au niveau de l'énergie.
Et en fait, jusque-là, la solidarité reste franco-allemande, on va dire. En effet, Paris s'est engagé à livrer du gaz à l'Allemagne en cas de besoin cet hiver. Et en échange, l'Allemagne s'est engagée à fournir de l'électricité à la France en cas de pic de consommation. Donc, ce plan d'aide, est-ce que ça vous paraît cohérent et justifié? Alors, on va dire aussi que l'Allemagne, elle fournira de l'électricité si la France en a besoin. Donc déjà, c'est seulement en cas de besoin. Donc ça va, c'est pas non plus acté, c'est-à-dire on va pas le faire tout le temps. Alors je pense que ça peut être utile parce que malheureusement, tant que les centrales nucléaires françaises ne fonctionneront qu'à moitié, hein, c'est encore le cas malheureusement jusqu'à présent, la moitié des centrales à l'arrêt, il y a des problèmes de rénovation, problèmes de corrosion. Malheureusement, je crois que la France elle a trop tergiversé. Les travaux qui devaient être faits aussi ont été ralentis à cause de l'épidémie de Covid-19, il faut le rappeler. Donc il y a beaucoup de travaux qui ont été retardés et maintenant on se trouve avec un parc nucléaire qui fonctionne qu'à moitié alors que la France est quand même un grand pays exportateur d'électricité. Donc c'est vraiment un paradoxe là, on se trouve à un moment assez étonnant. Alors oui, c'est important maintenant parce que pourquoi la France va amener du gaz à l'Allemagne, c'est simplement parce qu'elle a une côte où elle peut recevoir des bateaux méthaniers et elle a des ports qui permettent de regazifier en fait, par rapport de remettre le gaz liquéfié en gaz qu'on peut transporter ensuite via des gazoducs. Donc c'est pour ça que la France va aider l'Allemagne en permettant ce passage du gaz naturel liquéfié et l'amener vers l'Allemagne. Donc ça, c'est vrai que c'est une entraide qui doit être, je pense, qui doit être encouragée et qui est surtout. Si tous les pays européens pouvaient être solidaires à ce niveau-là, déjà pour le marché, les prix du marché, ensuite pour équilibrer la production et la distribution de l'électricité, du gaz et de toutes ces énergies, ça permettrait probablement de limiter les plus gros problèmes. Certains pays, par exemple comme l'Espagne, sont moins dépendants du gaz, donc ils sont peut-être amenés à dire, nous, du gaz russe en tout cas, ils sont dire, nous on pourrait peut-être, on n'a pas besoin de limiter notre consommation comme les pays du Nord. Mais malheureusement, si avec cet état d'esprit-là, effectivement, ça pourrait créer des problèmes et certains pays auraient à souffrir davantage de l'hiver puisque les pays du Nord vont souffrir davantage d'un hiver plus froid que les pays plus au sud. Donc voilà, cette solidarité européenne, elle doit être à l'œuvre et l'hiver va être critique à ce niveau-là. Si l'hiver est très froid, les pays nordiques vont être très dépendants de l'électricité, d'énergie pour se chauffer. Et donc, comment ça va se gérer à l'échelle de l'Europe? C'est vrai que la crise énergique n'a pas le même impact et chaque pays a une dépendance différente vis-à-vis de l'énergie russe. Et Shenhui, pensez-vous que la solidarité européenne jouera son rôle? Je l'espère bien et je pense que ça sera le cas. Pourquoi? Parce que quand on parle de l'Europe, on pense bien sûr à l'Union européenne, on pense aussi à d'autres pays européens. Mais après, cette fois-ci, c'est aussi un grand défi, un nouveau défi pour l'Europe, pour toute l'Europe. C'est-à-dire que comment faire fonctionner cette institution de l'Union européenne comme une organisation de supranationale, c'est-à-dire que une décision que va prendre par la Commission européenne, une décision prise par l'Union européenne, ça doit avoir un impact sur toute l'Europe et puis ça va aussi avoir un impact tout de suite, un effet tout de suite sur tous les pays participants, les pays membres de l'Union européenne. Donc c'est à nouveau quand on voit comment l'Union européenne a fait face à la Covid-19, comment l'Union européenne s'est rassemblée, à compter sur ce côté solidarité, à compter sur ce côté jouer ensemble pour faire face à de différents genres de crises. Donc encore une fois, je pense que c'est politiquement parlant, c'est une épreuve intéressante, ça sera une occasion intéressante pour voir comment ces pays-là, de différents niveaux de développement qui sont très dispersés d'un point de vue géopolitique, comment est-ce qu'on peut les faire travailler ensemble, négocier sur un prix de base unifiés ou qui ne sont pas très loin les uns des autres. L'Europe compte sur la solidarité, mais elle compte avant sur les États-Unis aussi. Donc on va parler d'une autre partie importante dans cette crise. C'est au début de la crise en Ukraine, les États-Unis avaient déclaré qu'ils protégeraient l'Europe, mais malheureusement ils ont refusé à plusieurs reprises les demandes des dirigeants européens de produire plus de pétrole et de gaz. Est-ce que cela signifie qu'il s'agissait de promesses en l'air? Promesses en l'air, en tout cas,
ils ont aussi leur intérêt économique, hein, ils ont aussi leurs problèmes internes, ils ont aussi à faire face à l'inflation chez eux, ils ont aussi des élections de mi-mandat qui vont arriver bientôt. Donc les États-Unis mènent leur politique par rapport à eux-mêmes, c'est aussi la manière dont ils gèrent le conflit en Ukraine. Donc ils ont leur position et malheureusement l'Europe viendra toujours en second. Mais après, il faut quand même rappeler que selon l'administration de l'énergie, selon le IEA, eh bien, le Royaume-Uni et l'Union européenne ont reçu à peu près 71% de ces exportations des États-Unis. Donc en effet, aujourd'hui, les États-Unis restent le plus grand producteur d'un point de vue, le plus grand exportateur du gaz naturel et aussi du gaz liquéfié à l'international. Donc si on peut dire qu'avec cette flambée du prix de l'électricité, les États-Unis restera toujours le pays qui profite le plus en fait de cette crise énergétique aujourd'hui qui se passe en Europe et voire partout dans le monde. Est-ce que les États-Unis peuvent tenir ses paroles vis-à-vis de l'Europe? Reste à voir, mais j'ai un grand doute là-dessus. Et pensez-vous que les Européens peuvent encore compter sur les États-Unis dans la suite? En tout cas pour les livraisons de gaz, oui, parce que le gaz naturel liquéfié donc, qu'ils produisent eux-mêmes, hein, donc arrive en France, arrive dans certains les pays d'Europe de l'Ouest, à un prix qui n'est pas non plus peu cher. Donc oui, ils le payent, les Européens le payent, mais au moins ils ont ce gaz. Ils ne dépendent pas, dépendent pas seulement des États-Unis, bien sûr. Il y a aussi du gaz qui vient d'Algérie, on avait dit de Norvège, Qatar, donc il y a encore des négociations pour trouver d'autres exportateurs. Mais c'est vrai que pour le plus simple pour l'instant, pour l'Europe, c'est de se tourner vers les États-Unis pour avoir le gaz qu'il lui faut. Et pour l'instant, vous pensez que l'Europe est sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs concernant le remplissage des stocks d'énergie? Pour la France, je crois que oui, on est dans les derniers chiffres, je crois 93-95%. Donc c'est pas un problème de stock. Vous vous inquiétez pas trop pour cet hiver? C'est moins en fait, d'après ceux qui connaissent un peu comment ça fonctionne en fait. Ça dépend aussi de l'hiver en fait. Si c'est un hiver très froid, qu'on a vu en 2010-2011, les stocks seront insuffisants. Si le parc nucléaire en France, par exemple, le parc nucléaire n'est pas rétabli, ça sera insuffisant. Donc voilà, en fait, ça dépend d'autres facteurs. Si le parc nucléaire français est rétabli, au moins 80%, je dirais, il n'y aura pas de problème pour fournir livrer l'électricité. Ce qui peut être problématique, c'est le prix. Est-ce que les ménages ou les entreprises pourront payer? Espérons que la solidarité fonctionnera pleinement et que l'Europe pourra passer l'hiver au chaud. Et c'est la fin de cette émission. Merci Chambre, merci Nicolas pour votre partage. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de l'Essentiel. À très bientôt.